Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast La Pointe. Je suis Christophe Augier, je suis en compagnie de Frédéric Durand. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Cette semaine, on voyage du côté de Malte pour le Final Four. On te parle de notre analyse sur l'ensemble de ces matchs, en passant même par la victoire du PSG et du collectif. Allez, c'est parti. Direction Malte pour ce nouvel épisode, puisque le week-end dernier, si vous suivez l'actualité forcément du water-polo, vous saviez qu'il y avait le Final Four avec la présence du Cercle des nageurs de Marseille pour rechercher la quête de ce Graal européen. Première demi-finale de cette Champions League, on avait donc un Novi Beograd opposé au Zodiac Barceloneta. Et quelque part, moi, j'ai trouvé que, compte tenu un petit peu des résultats qu'on avait pu commenter jusqu'à présent, d'ailleurs même pour les spécialistes, dont Denis Varga qui faisait les commentaires, tout le monde voyait Barcelone s'imposer et en fait, c'est Belgrade qui s'est imposé. Après tir au but, soit, dans une situation qu'on va décrire un petit peu après, si vous n'avez pas regardé le match, c'est Belgrade qui a filé directement vers la finale, donc il s'est imposé 15-14 après tir au but, 5-4 au penalty, donc ce qui nous fait un 10-10 au score final. Belgrade qui avait particulièrement bien préparé ce Final Four, on y reviendra aussi dans le deuxième match, puisqu'on commentera aussi la finale, qui a un peu donc déjoué les pronostics. Mais pas tant que ça, si on regarde un peu aussi l'historique de cette Coupe d'Europe sur les 4 dernières années. Donc j'ai fait un petit focus à partir de 2021. Depuis 2021, en fait, Belgrade y a participé à chaque fois sur les 4 dernières saisons. Donc ils ont fait finaliste contre Recco, perdu, finaliste contre Recco, perdu au tir au but. Alors je sais plus si c'est dans cet ordre-là ou pas. En 2023-2024, ils finissent à la 4e place, et là, 2e place pour 2024-2025. Barceloneta, de son côté, avait fait un Final 8 en 2021-2022, une 3e place en 2022-2023, une Final 8 à nouveau en 2023-24, et finalement, donc, ils finissent à la 3e place. Pour rappel aussi, ils avaient gagné en 2013-2014, donc ils avaient remporté le titre et, juste pour la petite anecdote, le MVP de cette finale contre Radniki avait été Albert Espagnol, joueur qu'on connaît un petit peu dans le championnat de France puisqu'il a joué du côté du Pays d'Aix Natation. Frédéric, petite analyse déjà ? Non, je vais te parler de Novi Beograd puisque en fait Novi Beograd a été, je vais pas dire créé de toutes pièces, mais il y a de l'argent qui a été mis à un moment donné sur cette équipe-là. Et donc, ils ont fait des recrutements assez stratosphériques. Il y avait donc Vlachopoulos et Skoumpakis qui étaient encore présents à Malte. Il y a eu Jaksic. Enfin, il y a eu beaucoup de joueurs qui se sont succédés. Sapic, qui est le maire de la ville, avait mis de l'argent en espérant gagner la Ligue des Champions. Ils sont tombés 2 fois sur Recco, dont une fois où ils ont pas de chance parce que ils mènent d'un but et Zalanki, la fameuse fois où ils perdent au penalty, c'est Zalanki qui égalise à 10 secondes de la fin. C'était une équipe qui était entraînée par Igor Milanovic à l'époque et ils auraient pu rafler la timbale chez eux. C'est une équipe qui avait des moyens, qui a perdu quand même pas mal de joueurs, donc Jaksic, Razovic, etc. Et au même titre que j'avais dit quand on avait fait le débrief un peu des Jeux Olympiques, que les Serbes, que ça soit en club ou en équipe nationale, quand ils sont dos au mur et que c'est des matchs couperés, quelle que soit l'équipe qu'ils ont, parce qu'ils n'étaient pas nécessairement favoris non plus à Paris, quand ils sont dos au mur comme ça, ils ont cette capacité à sortir des matchs qui sont très durs à battre dans les matchs qui comptent comme ça. Et puis écoute, Barceloneta est peut-être arrivé un petit peu confiant. Faut rappeler quand même que Novi Beograd a fini premier de sa poule. Donc une poule où il y avait quand même Marseille et Olympiakos et Jadran Split, donc faut pas l'oublier, ils ont fini premier de la poule. Moi, je voyais Barceloneta un peu favori, mais pas plus que ça. Et puis les faits nous ont donné raison avec une qualif au penalty qui aurait pu quand même se jouer bien avant. Puis le fait de jeu d'arbitrage à la fin, on en parlera. Mais non, un match sérieux. Gocic tire la quintessence, le max des joueurs qu'il a, parce que il a récupéré Tchouk, certes. Il a une équipe qui est jeune avec des joueurs
Toi, tu avais parlé de Gladovic et tout ça. Mais moi, j'ai trouvé une équipe très disciplinée, très organisée et qui joue quand il faut jouer son va-tout, etc. N'hésite pas. Et Barcelona s'est pris les pieds dans le tapis et a pas réussi à rejoindre la finale. Dans ce match, moi j'ai trouvé, je l'avais pas vu jusqu'à présent, mais quand même petite révélation. En tout cas, il a été très bon sur l'ensemble des 2 matchs, mais en tout cas particulièrement sur celui-là. C'est Milan Glusac dans le but, le jeune qui est jeune gardien puisqu'il est de 2002, il a que 23 ans et qui a été auteur d'une belle prestation, même Aguirre de l'autre côté, mais un petit peu moins que d'habitude. Je l'ai trouvé un peu moins à la fête, même si il fait quand même 13 arrêts sur 23 tirs, Glusac 10 sur 20, donc deux belles performances des gardiens. Mais Glusac qui a été décisif puisque au tir au but notamment, c'est lui qui arrête le dernier tir. Et petit intox, j'allais dire aussi de l'entraîneur, puisqu'il a fait rentrer De Michelis sur les 2 ou 3 premiers tirs. Je crois que c'est les 2 premiers avant de changer, qu'il n'avait pas du tout joué. Et il savait que à ce moment-là, peut-être les buteurs aller marquer et que c'est pas à ce moment-là que ça allait être décisif et finalement après 2 tirs, Glusac est rentré et il a arrêté ce dernier tir. Un match, comme tu l'as dit, qui aurait pu se finir avant puisque à 4 secondes de la fin, en fait, effectivement, Belgrade menait 10-9 et contre-faute ciblée contre Čuk, le capitaine, et qui donne tout de suite une occasion de but 1 contre 0 sur le gardien et transformé, et du coup à 4 secondes de la fin on se retrouve avec ces fameux tirs au but, alors que sur le moment peut-être il y avait mieux à faire, Belgrade qui aurait pu s'imposer. Ouais, alors la dernière possession, je pense à la base au départ il y a une petite erreur, je pense, de Gocic, parce que il reste 18 secondes quand il prend son temps mort. Je pense qu'il aurait pu laisser filer encore un peu le chrono. T'as le droit de donner à la balle au gardien et puis que le gardien s'avance, parce que maintenant le gardien il a le droit. Donc tu peux jouer un avantage numérique en faisant nager ton gardien vers la cage. Et puis en fait il monte son temps mort un peu tôt, mais la contre-faute que siffle Margueta sur Čuk quand même à ce moment-là du match, sachant qu'il voit très bien que c'est le Hongrois de Barcelona qui marque à la fin là. Burian. Il voit très bien que s'il donne la contre-faute et la contre-faute, l'absence de faute plutôt, je dirais pas eu scandale s'il avait sifflé son coup franc. D'ailleurs, Čuk, il a même pas célébré le but vainqueur. C'est lui qui tire le 5e penalty. Il a même pas célébré sa place en finale. Il s'est retourné tout de suite vers Margueta en pointant un doigt. Écoute, ça fait partie un peu du folklore, mais je trouve que cette faute-là, il aurait pu donner un coup de sifflet, ça s'imposait pas. Je sais pas s'il voulait voir des pénaltys ou quoi, mais par contre, alors c'est toujours un peu difficile de là où nous sommes de critiquer un peu le niveau de jeu, mais j'ai pas trouvé Barcelona bon du tout sur cette demi-finale. Aguirre, je l'ai trouvé moins fort que d'habitude. Mounaris, j'ai pas trouvé très bon. Sanaoura, Granados, lui, il est toujours là, mais pas trouvé un niveau de jeu exceptionnel. Et Belgrade en a profité parce que ils se sont accrochés. Puis à un moment donné, ils se sont dit, écoute, s'ils le veulent pas, ça sera, nous on le veut. Si c'est pas pour eux, ce sera pour nous. Ça leur a permis d'y croire. Et puis plus t'avances, quand t'es un peu non favori, et plus t'avances dans le match, et plus t'es toujours en course, finalement quand t'es à match nul à 2-3 minutes de la fin, il peut tout se passer. Et donc le Belgrade, je trouve en tout cas sur ce match-là, mérite sa victoire, mérite sa place en finale, et Barcelona a jamais su prendre le lead, se réveiller, j'ai trouvé un peu apathique et pas dans le coup. Et puis je suis pas surpris plus que ça de la qualif de Belgrade. Oui, je pense que Barceloneta a été vite pris un peu à la gorge, je vais dire comme ça, par Belgrade, qui avait extrêmement bien préparé donc ce Final Four, je le disais tout à l'heure, et on verra aussi après. Et du coup, ils ont pas l'habitude. Je pense que Barceloneta n'a pas l'habitude, à part quand ils ont joué contre Ferencváros, mais globalement, ils ont jamais eu de match compliqué dans cette Champions League. Et là, ils ont été secoués d'entrée, et après ils sont tombés un peu dans le piège qu'avait tendu Gocic, qui a très bien travaillé. Et puis derrière, ça a été compliqué. On a quand même Granados, je veux dire un peu un Granados des grands soirs, qui marque quand même 5 buts, mais qui tire 11 fois quand même, donc beaucoup de tirs. Christophe, faire 50% pour un shooter, c'est bien.
Je dis pas que c'est pas bien, mais je veux dire, prendre 11 tirs, c'est quand même beaucoup de tirs. Je veux dire, sur le total de 31 tirs quand même au total pour Barcelone. Ouais, mais c'est l'arme. Perron a plus trop le lead en attaque. Et puis après, je t'ai dit, Mounaris Sanaoura, qui joue poste 3, poste 2, ont eu un peu plus de mal. Il y a Lodvig Vary qui est là, mais Granados, c'est la solution préférentielle. Si tu peux pas donner à Taoul devant, Granados, ça reste c'est pas quelqu'un qui se défile en plus, c'est quelqu'un qui aime shooter. Donc non, je suis pas surpris. Ouais, Munaris fait 1 sur 7 dans ce match-là. Et Perron, j'ai trouvé qu'il était un peu emprunt. Alors peut-être il arrive en fin de carrière, je crois qu'il raccroche le bonnet. Ce match-là fait 0 sur 3, mais on l'a pas trop vu, même à la passe, tout ça. Souvent c'est un peu lui le maître à jouer. En tout cas, dans ce que j'ai vu, je l'ai pas trouvé ressortir dans ce match-là. J'en reviens à ce que je te disais, j'ai pas trouvé Barcelone. Quand on avait interrogé les Marseillais, ils nous avaient dit ouais, Barcelone ou Ferencváros, c'est pareil pour nous. Bon, évidemment, quand on va parler du match de la 3e place, évidemment, ça va leur donner raison. Mais honnêtement, ce Barcelone-là de la demi-finale, je les ai trouvés prenables. D'ailleurs, ils ont été pris et j'ai pas trouvé ça fantastique du tout. Belgrade en a profité, tant mieux pour eux. Ça aurait été cruel quand même pour eux de perdre au péno après la prestation qu'ils ont faite. Et c'est bien que ça soit Tchouk en plus qui tire le dernier et qui marque. Tchouk a mis 2 shoots dans le match quand même. Ça part vite, bien au bon endroit. Et voilà, écoute, un match agréable, belle affluence dans cette piscine découverte là, et puis une belle promotion quand même du polo cette première demi-finale. Même globalement, j'ai trouvé qu'on avait quand même, bon à part, on évoquera après le match de Marseille sur la petite finale, mais globalement, effectivement, on avait une belle promotion du water polo, des belles équipes, assez bien filmées. J'ai trouvé que le rendu était pas mal. Ce qui était un peu surprenant, c'est que le premier match à 19h30 commençait, il faisait jour et finissait dans la nuit avec les projecteurs. Donc peut-être après dans l'eau, je sais pas si comment ça se passait pour eux, mais en termes de luminosité, ça reste un petit peu particulier. Mais Belgrade, qui a pris ce match à 42 secondes de la fin. Dans un match qui a été extrêmement serré tout le long, mais des statistiques pas forcément comme ça, si on les prend un peu brutes, pas très reluisantes en termes de pourcentage, puisque Lukic, par exemple, dans ce match-là, on verra la différence avec la finale, mais fait 0 sur 2. Vlachopoulos fait 0 sur 3. Gladovic, 1 sur 3. Martinovic, qui avait un bon shoot, j'ai trouvé, mais fait que 2 sur 7. Koumpakis 2 sur 4. Ça dépend comment et quand tu prends les shoots et où tu les prends. Oui, ça c'est sûr. Des fois, tu as une espèce de forêt de bras. Si tu prends un shoot rapide sur un début de zone plus où la défense n'est pas encore placée, tu as plus de chances de marquer que quand tu shootes, il reste 2 secondes, tout le monde sait que c'est toi qui vas shooter, t'es mal placé, t'es mauvais bras, c'est plus difficile de marquer. Mais écoute, voilà, Belgrade s'est qualifié. Si tu veux, on peut passer sur l'autre demi-finale. Ouais, mais juste avant, j'ai trouvé aussi assez surprenant sur ce match-là, il y a eu 2 fois appel à la VAR, dont sur un penalty de Granados. Ça part vite, effectivement. Mais... Non, le penalty de Granados, je vais te dire, j'étais même pas dans l'axe, mais je sais même pas comment il demande la VAR. Et en fait, ça joue après. Oui, donc c'est pour ça qu'il demande la VAR, parce qu'en fait, Granados, il tire son penalty. Le penalty, c'est net qu'il est dedans. Toute la tribune l'a vu. Et en fait, il va charger le gardien après. Je pense que c'est ça qui a mis le doute au niveau de l'arbitrage. Et puis le gardien, il le sait qu'il y a but. Hein. Il fait le gars qui machin. Mais la VAR, c'était évident. La balle tape la barre du fond. Bah écoute, ils ont cet outil-là, ils s'en servent. Tant mieux, ça leur évite de faire des erreurs. Parce que là, s'il n'avait pas accordé le penalty, pour le coup, ça aurait été quand même un petit peu catastrophique. Mais oui, écoute, la VAR existe, ils s'en servent, tant mieux. Voilà. Ouais, puis le match qui se finit bien pour Belgrade, je pense que si ça avait été l'inverse, je pense que ça aurait été une fin de match plutôt animée si Belgrade avait perdu après cette décision arbitrale aussi sur Tchouk, comme on l'a dit. On passe, on va dire, à nos petits Français, à nos Marseillais qui affrontaient donc Ferencváros dans l'autre demi-finale. Dans ce match-là, malheureusement, Marseille n'a pas réussi à s'imposer et Ferencváros gagne le match 14-11, malgré le retour de Marseille à 10 partout, après avoir empêché quand même en première période un 5-2 qui a été du coup finalement rédhibitoire, puisque c'est ces 3 buts qu'on retrouve en fin de match. C'est un match dans sa configuration qui m'a un peu rappelé
un peu rappelé le match de la France contre la Hongrie aux Jeux Olympiques où il s'était mené 6-1. Là, Marseille était mené 5-1 et au prix d'une énergie folle, les Français étaient revenus pour échouer à un but des Hongrois à Paris. Là, ils ont mis 5-1, c'est dur quand même quand t'es mené 5-1 contre une équipe comme ça. Et écoute, on n'y croyait plus, on avait même peur un petit peu à une petite correction. Mais par contre, il y avait 5-1, c'est vrai, on se faisait la réflexion en tribune, mais les Hongrois étaient grandement sanctionnés parce que ils sont très vite arrivés à 10 fautes graves avec des joueurs à 2 fautes, 10 Soma, des joueurs importants. Et Marseille, en fait, qui n'arrivait pas à mettre ses zones plus au début parce que ils ont un début de match qui est catastrophique. Ils ont les occasions, ils provoquent les occasions, donc ils produisent du jeu. Mais à la finition, je les ai trouvés des fois un peu trop dans un carcan de la passe supplémentaire et en fait le problème c'est que le joueur qui doit shooter, tout le monde, toute la piscine sait que c'est lui qui va shooter puisqu'il reste plus que 2 secondes et quand il reste 2 secondes et on sait que c'est toi qui vas shooter, là t'as la forêt de bras, l'agression, la forêt de bras, le gardien qui est focus, c'est très très dur de marquer après à ce moment-là. Et écoute, petit à petit ils ont grappillé et puis les Hongrois ils ont des fois ce petit péché un peu de gourmandise, de penser que c'est fini et puis écoute, je crois que c'est Mike Bodegas qui égalise à 10-10 sur la volée au poteau. Il rate un peu sa volée puis après il reprend le ballon et là à 10-10 10-10 écoute, on s'est vu un peu, je veux pas dire beau mais vivant déjà et tout était possible jusqu'à ce que voilà Mandic il met ce shoot un peu improbable en reculant là le rebond qui redonne un but et puis après un deuxième but. Ils ont Ferencváros, ils ont une paire de gauchers quand même. Tu vois, Mandic, j'ai pas été surpris parce que on le connaît, mais Vamos, je pensais qu'il avait un peu baissé quand même. Et en fait, comme on avait dit avec Hugo, en fait, t'as l'impression que quelle que soit la distance qu'ils ont face à la cage, t'as l'impression qu'ils peuvent marquer à 10, 12 mètres, quoi. Ça les gêne pas de shooter à ces distances-là, ils s'en foutent. Vamos, il met un but dans la diagonale où il a pas d'angle, il a Tesanovic en face, il arrive à ouvrir et à mettre un rebond, beaucoup de shoots à rebond et encore plus en finale. Quasiment tous les buts, c'est des shoots à rebond. Donc c'est important quand même de noter ça. Et puis écoute, après je pense que tu veux détailler, mais Marseille a été courageux, vaillant. En face, c'est fort quand même, mais l'énergie qu'il a fallu déployer pour revenir jusqu'à 10-10, je pense qu'il en aura manqué un petit peu sur la fin. C'est dommage parce que avec un meilleur début de match, après on peut toujours refaire les matchs et on a toujours raison une fois que les matchs sont finis, mais avec un meilleur début, je pense qu'il y avait moyen de les inquiéter encore un peu plus que ça. J'ai pas vu le Marseille qu'on avait eu un peu sur notamment les dernières sorties à domicile où on avait l'impression presque, on l'avait pas qualifié peut-être comme ça, mais un peu masterclass quoi. C'était vraiment une domination, une agressivité, des déplacements qui mettaient à mal l'équipe adverse et du coup défensivement ils étaient là. Là ils en prennent 14. Tesanovic, je l'ai trouvé absent. Que ça soit ce match-là où on y reviendra après, mais le match suivant, il avait le regard dans le vide. J'ai l'impression qu'il était même pas là, quoi. Mais Christophe, juste un truc. Tu te rappelles quand je reste attaché à ma marotte, le water polo, quand tu regardes un peu comme ça, le shoot, c'est fondamental. Il a pas été présent, c'est vrai, mais t'as vu la qualité de shoot, le teston que lui met Vic Vary d'entrée, le shoot, la praline de Dissoma, ça part à une vitesse. Teston aussi, je sais pas si c'est Manertz, il prend 3 buts au début ou c'est Nagy qui lui met pareil des shoots. La qualité de shoot c'est super impressionnant. Et alors il a pas été bon, je suis d'accord avec toi, mais en fait il y a une précision, un secteur, une surprise quand même au niveau des shoots de ces mecs-là qui est c'est impressionnant. Ah oui, mais ça, c'est sûr, hein, on est sur du très haut niveau, hein, donc c'est ce qui se fait de mieux. Donc forcément, les gars, ils ont des shoots. Nous, j'ai trouvé que côté marseillais, le bras. Alors quand j'étais joueur, souvent on parlait un peu quelques joueurs qui shootaient doucement, on les appelait bras de laine. Donc là, j'ai trouvé que certains peut-être avaient un peu bras de laine et du coup, ça partait pas très fort de notre côté. Les secteurs de tir n'étaient pas forcément bons, c'était un peu forcé. Voilà, il y a quelques joueurs qui sont passés à côté, hein. Le but c'est pas de les enfoncer parce que ça reste quand même un Final Four de haut niveau. Le Marseille qui se retrouve là, qui finit 4e, c'est pas arrivé. Donc ça, il faut quand même les féliciter pour ça. On va dire qu'ils nous ont fait rêver pendant plusieurs matchs de poule.
C'est vrai qu'on espérait mieux. Je ferais peut-être un petit parallèle sans vouloir remettre un peu de l'huile sur le feu là-dessus, mais un peu comme l'équipe de France, quoi. C'est-à-dire qu'on est l'équipe de France qui fait des résultats, qui brille, et au moment presque où on l'attend le plus, eh ben en fait on a une petite déception. Alors les autres montent leur niveau, hein, ils sont pas là pour enfiler des perles, hein. On sent que on n'est pas encore prêt, nous, à au moment décisif, à être là. Enfin, en tout cas, c'est mon analyse. Et c'est dommage. Et effectivement, 3-0, hein, Argyropoulos qui met un premier but en zone plus, Mandic, troisième but, Vigvari. C'est sûr, ça part fort. Mandic a été auteur, que ce soit là sur la demi-finale ou en finale, de buts stratosphériques, enfin des rebonds. En plus, il était loin à un moment, enfin des buts juste incroyables. J'ai trouvé que Marseille avait du mal à rentrer agressif dans cette défense. Ils se sont un peu mieux mis sur la deuxième et troisième période. De toute façon, ça s'est senti, hein, puisque on est quand même 3-2, ça resserre un peu le score en deuxième. 2-4 sur la troisième période. Bodegas qui a été quand même là, le guerrier, le vaillant, qui a provoqué énormément de fautes à la pointe, et malheureusement effectivement sur les zones plus ça n'a pas été transformé. Alors comme tu le disais, peut-être parce qu'il y a le système, on attend la fin, alors que peut-être la situation elle était là avant, mais les gars ils osent pas shooter. En tout cas pareil, hein, voilà, on leur tire pas la pierre dessus, mais en tout cas moi c'est le sentiment que j'avais sur ces matchs-là. T'as parlé du haut niveau, mais là c'est parce qu'il y a même arrivé à ce niveau-là, il y a encore des marches. Donc là, c'est Ferencváros, ils sont c'est quasiment l'équipe de Hongrie, auquel tu rajoutes 3 étrangers très très talentueux, Argyropoulos, Mandic et Dissoma. C'est une équipe qui a déjà gagné la Coupe d'Europe l'année dernière, qui l'a gagnée il y a 2 ans, je crois, enfin il y a 3 ans maintenant, qui la gagne cette année. Donc là, c'est encore le step au-dessus. Et puis, voilà, c'est une équipe qui a été capable de mettre 18-10 à Barceloneta, qui avait, avant cette défaite au penalty, qui avait enchaîné 40 matchs sans défaite. Là, tu vas toucher le tout en haut. Et Marseille a pas démérité quand même, parce que tu sais, ils sont novices à ce niveau-là, même s'il y a des joueurs qui ont déjà participé au Final Four, évidemment. Mais tu commences le match avec un 5-1, tu rentres dans un espèce de tunnel où tu te dis, comment on va sortir de là? On avait tous un peu peur, les gens qui étaient présents sur place, je te dis, d'une fessée. Et puis, petit à petit, après, tu te libères. C'est peut-être aussi l'énergie du désespoir. Il faut mettre un peu de folie aussi dans ces matchs-là pour pouvoir les inquiéter. Et puis, je te dis, tu te retrouves t'es à 18 début de quatrième, tu mets les 2 buts assez rapidement quand même. Et puis, là, tout d'un coup, les Hongrois, ils avaient plus la même tête. Après, comme dans tous les sports, dans les moments où ça tangue un peu, où tu doutes un peu, c'est les grands joueurs, les très très grands joueurs, ceux qui te donnent les victoires, qui te sortent un peu de là, hein. Mandic, sur ce match-là, on parlera de la finale, Manertz. Voilà, Marseille en tout cas a vendu sa peau chèrement. Moi, on a discuté un peu avec les joueurs après le match. Il y avait de la déception évidemment, mais pas de l'abattement, parce que ce match-là, il est pas honteux, quoi. Il y a rien à dire. Non. Tu 3 buts, c'est pas. Oui. Il y a beaucoup d'équipes qui prennent beaucoup plus que ça. Donc Marseille a été, j'ai trouvé un peu brouillon au début, et puis finalement dans une espèce de folie pour revenir, et puis pour pas être non plus pas être décroché irrémédiablement, ils ont su revenir. Thomas a été un peu l'artisan du retour avec Perlenovic. Et mais il y a pas que. Moi, j'ai bien aimé Romain Marion. Je trouve qu'il joue pas beaucoup ou pas assez. Après, c'est pas moi je suis pas là pour juger le coaching, mais on a espéré, on a été un petit peu déçus, et puis écoute, ça se termine comme ça, mais sur l'ensemble, Ferencváros, on peut pas dire non plus qu'ils méritent pas leur qualif. Ils sont un petit peu au-dessus. Ils savent gérer. En fait, à un moment donné, il y a le petit ballon, les 2 ballons de la fin, tu vois, où il faut gérer, il faut temporiser, prendre la bonne décision, et c'est ce que je te disais, la force de l'habitude fait qu'à un moment donné, quand tu t'es retrouvé dans ces conditions-là maintes et maintes fois, tu prends souvent la bonne décision. Effectivement, l'expérience, si on revient à ce que je disais tout à l'heure, donc Belgrade et Barcelone, là côté Ferencváros, ou Fradi, souvent on l'appelle Fradi aussi pour les habitués. 2021-2022, 3e. 2022-2023, Final 8. Et 2023-2024, champion contre Recco.
Et t'as oublié, ils en ont gagné une autre. Hein. Ils en ont gagné une autre. Oui, mais ça, moi, je suis remonté qu'à 2021. Je sais que là, ils ont gagné. C'était leur 3e titre en tout. Ouais, mais le premier titre, ils battent, je crois qu'ils battent Olympiakos en finale. Il me semble. Olympiakos avait battu Recco en demi, et c'est ça, ouais. Et ils battent Olympiakos en finale. Ça doit être juste avant là, parce qu'ils ont dû gagner 3 Ligues des Champions en 5 ans. Oui, mais je te confirme en tout cas pour les 3, ça c'est sûr. Après, je suis pas remonté. Et tu vois, même Barceloneta, qui est un gros club, ils en ont gagné une sur les 10 dernières années. Enfin, la seule qu'ils ont gagnée, c'était chez eux en plus. C'était le Final Four avait lieu à Barcelone. Et c'est pour ça que la difficulté de rejoindre le Final Four, mais d'aller tout en haut. Quand tu regardes un peu les palmarès et que tu détailles les effectifs qu'il y a, tu vois, Hugo, quand il a gagné avec Solnok, ils avaient une équipe de malades. Denis Varga, enfin tous les Verlainovic, mais c'était il y a 7-8 ans, donc qui étaient beaucoup plus forts qu'ils ne le sont maintenant. Et toutes les équipes qui gagnent, Olympiakos, quand ils l'ont gagné, ils avaient l'équipe de Grèce plus les 3 Croates, Pavic, Obradovic et Bouslier. Pour aller tout en haut, faut un effectif de fou. Donc Marseille, il y a une très très belle équipe, une très bonne équipe, mais écoute, il y a plus fort. Donc c'est la loi du sport aussi. Tu peux être fort mais trouver plus fort, ça n'empêche pas de dire que Marseille a une vraie belle équipe, mais là c'était un petit cran au-dessus. Voilà. Oui, et puis bon, je pense que voilà, les équipes qu'on a citées, elles ont un petit peu l'expérience aussi de ces Final Four. Donc là, Marseille, c'était la première fois, même si des joueurs y ont déjà participé. Mais il y a toute une histoire, on va dire aussi, qui sont dans ces clubs avec l'entourage aussi, parce qu'il y a ce qui est dans l'eau, mais aussi il y a tout l'encadrement, de la préparation, des situations qui sont déjà connues et qui savent un petit peu comment les aborder. Et ça, on sait très bien que le très haut niveau, ça se joue sur des détails. Je pense que les forces marseillaises étaient connues, hein, que ce soit Hugo, donc Hugo qui fait un sur 6. Bon, Tesanovic, on l'a dit, qui passe pour moi un petit peu à côté. Verlainovic, bon là sur ce match répond présent, 3 sur 3. Thomas Vernou, 3 sur 5. Je pense qu'il aurait pu prendre un peu plus le jeu à son compte. Et d'ailleurs, Denis Varga au commentaire, c'était assez bluffant, je veux dire comme ça. Aussi, on disait, Thomas Vernou, on attend quelque chose de magique. Qu'est-ce qu'il va nous faire en fait? C'était ça dans ce commentaire. Il a le ballon, qu'est-ce qui va se passer? Et une fois ou deux, effectivement, sur des tirs qui partent à une vitesse incroyable, le gardien, il réagit, le ballon, il est déjà bien au fond. Ça part incroyablement vite et il était très, très attendu, très redouté. Alexandre Bouet, qui a pas eu l'impact habituel. On sait que c'est un peu un serial buteur. Marion Vernou, qui fait 1 sur 1, qui a pas beaucoup joué, je trouve, dans ce match. Et Michael Bodegas, fidèle au poste, hein, je dirais, qui a provoqué énormément d'exclusions, qui a marqué les buts quand il fallait, et que ça n'a pas suffi. Et puis après, côté étranger, Anguial 0 sur 3, j'ai trouvé un peu pas à propos dans son choix de tir ou de passe. Veloto, Laroumbé, qui sont un peu neutres statistiquement. Christophe, les équipes maintenant à ce niveau-là de compétition, il y a de l'observation, évidemment, de la vidéo et de l'analyse de stats. Tu sais très bien qu'à Marseille, le jeu repose, en tout cas le scoring en grande partie, sur le trio Hugo, Perlainovic et Thomas. Hugo, il a été très 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 bien fermé au niveau du tir. Dès qu'il avait la balle, il était agressé, les bras, il y avait pas beaucoup de solutions. C'est pour ça que, je dis pas qu'il se débarrassait du ballon, mais il pouvait pas non plus en faire beaucoup plus que ce qu'il n'a fait. Il était très très bien fermé. Perlinovic, c'est un peu différent parce que lui, il joue au centre, donc il a un peu plus de secteur. Et Thomas, voilà, il a maintenant un traitement de faveur. Je pense qu'il aurait dû, tu vois, Mandic, quand ça tangue un peu, il s'embête pas trop à savoir si on va lui reprocher de tirer ou pas tirer, il tire. Thomas, il fait partie maintenant de cette catégorie de joueurs qui peuvent, les impact players, comme on dit, qui peuvent changer le cours d'un match. Alors ça veut pas dire qu'il doit arroser et shooter 20 fois par match, mais il a un pourcentage au shoot qui est très très intéressant dans les 2 matchs. Il faut pas qu'il se contente, par exemple, de marquer 3 buts. Il a le potentiel, c'est un joueur énorme. Il a le potentiel pour aller au-delà. Tu vois, Maners en finale, il en met 6. Il s'est pas arrêté, quoi. Il a continué. Voilà. Donc l'équipe repose peut-être un peu trop sur pas assez de joueurs au niveau de la dangerosité, et ils ont été ciblés, je pense, dans ce sens-là. Après, tu sais, c'est pas facile, hein. T'as les bras, t'as Choma Vogel dans la cage qui est quand même
un super gardien, c'est difficile de marquer des buts. Hein. Et Hugo, d'ailleurs, qui a été bien ciblé, puisqu'à un moment, il a la bouche en sang dans le match. Donc, bon, il a pris un coup. En tout cas, il n'y a pas eu beaucoup de joueurs en sang pendant ce Final Four. Il est en sang, mais il veut pas sortir de l'eau. Hein. C'est l'arbitre qui veut sortir. Il a insisté pour rester. Ça peut arriver c'est pas un coup volontaire, je pense. Ça peut arriver d'avoir une lèvre ou un truc comme ça qui saigne, mais en tout cas j'ai pas trouvé ça brutal. C'est viril le polo, mais il y a une grande marge entre la virilité et la brutalité. C'est des matchs engagés, hein. Les Hongrois ils laissent pas leur part aux chiens, les Italiens non plus, il y avait pas d'Italiens là, mais voilà, c'est le polo de haut niveau, c'est un combat. Pour montrer la proximité qu'il y avait, effectivement, il était marqué parce que l'équipe adverse savait que c'était un tireur qu'il fallait maîtriser. Oui, au même titre que Mandic, Mandic, lui, j'ai l'impression qu'il s'en fout un peu de la proximité, puisque de toute façon, à un moment donné, il prend un coup franc, il monte, et puis voilà, il a pas tout réussi non plus, Mandic, hein, mais 14-11, il y a rien d'infamant, il y a rien d'humiliant, il y a beaucoup d'équipes en Europe qui prennent beaucoup plus cher que ça contre Ferencváros. Le match laisse juste des regrets par rapport au début de match, quoi. Tu peux perdre 14-11 en étant, mais là, le 5-1 a été, je me répète, mais c'est compliqué de se remettre d'un 5-1 initial comme ça et de courir après le score. Ça, tu peux pas te permettre de prendre 2 buts supplémentaires. T'es obligé comme de marquer, grosso modo, à chaque attaque pour revenir. Donc ça, c'est une dépense d'énergie qui est énorme et qu'ils ont payé à la fin, hein. Le 10-10, ils avaient mis un peu tout ce qu'ils avaient dans la bataille et ils ont eu du mal à réenchaîner. Ils ont pas de chance parce que il me semble que la première attaque de Ferencváros sur le 10-10, ils échouent et c'est eux qui ont la balle du 11-10. C'est comme ça. Voilà. Oui, effectivement, là, cette débauche d'énergie, à un moment, tu finis par la payer parce que tu cours après le score. Et pour rebondir à ce que tu viens de dire, effectivement, à un moment, ils ont une occasion pour revenir à -1 alors que Ferencváros avait 2 buts d'avance. Et finalement, ils ratent la zone plus et derrière, je crois qu'ils prennent le but. Alors, il la rate pas. Il y a 2 zones plus que j'ai pas compris. Il y a une zone plus où ici faute à l'envers. Et je vois pas trop comment tu fais et même pas au poteau, je crois. Je sais pas trop comment tu fais une faute à l'envers. Il y a peut-être un 2 mètres. Il y en a une où c'est peut-être un 2 mètres. Il y en a une, il y a un 2 mètres, mais Laroumbé, il est collé à la ligne. Donc, il est collé à la ligne c'est pas lui c'est lui, il a la balle. Il est collé à la ligne de fond, voilà. Et comment tu peux siffler un 2 mètres? Quand t'es à 15 cm de la cage, tu peux avoir quelqu'un qui est à 50 cm. Il y a pas 2 mètres. Ça avait été souligné par Varga, maintenant que tu m'y fais penser. Il fait allusion, justement. Et ça, c'est quand même des moments très importants dans le match parce que le fameux momentum, la dynamique à ce moment-là était côté marseillais et je crois même qu'ils prennent un but là-dessus. Donc, j'ai pas bien compris ça. Alors, ça veut pas dire qu'ils auraient forcément marqué la zone. Mais t'as eu 2 zones plus quasiment d'affilée où ils perdent la possession sans avoir forcément tenté quoi que ce soit. Tu fais l'effort pour déjà aller chercher la zone plus et derrière tu te fais un peu sanctionner contre le cours du jeu, enfin pas contre le cours du jeu, mais en tout cas tu t'es pas dans la situation d'action, de tir et de marquer. Là tu es sifflé ou contre faute tous les 2 mètres et du coup ça repart dans l'autre sens, quoi. Donc c'est compliqué aussi un peu mentalement à ce moment-là du match. Ouais. Alors tu vois, on avait fustigé un petit peu pas les arbitres, mais l'arbitrage en règle générale. Mais il va falloir que les instances, au lieu de nous vendre un truc qui va être le cas l'année prochaine, de passer de 30 secondes à 28 secondes et de 20 secondes d'attaque, de 20 secondes d'attaque en zone plus à 18 secondes, je vois pas entre nous ce que ça change. Hein, si je sais pas à combien ils sont pour de brainstorming pour ce truc-là, mais ce qu'il faut absolument qu'ils arrivent à éclaircir, c'est d'une part les démarrages sur la pointe à la récupération de la balle. Alors entre l'attaquant qui veut pas se faire passer par le gars, le défenseur qui passe par-dessus ou machin, ça se tient, tu sais plus qui tient qui, mais ça pense pas du tout à aller contre-attaquer, ça pense juste à tenir, ça pense à simuler sans arrêt, donc ça surjoue les coups, les contacts, je dis pas qu'il y a pas de contact, mais les coups, les contacts, ça devient compliqué et il faut, je pense que ça rendrait service aussi aux arbitres de clarifier un peu tout ça et quand tu défends en pointe, tu dois, une fois que tu récupères la balle, ton but c'est de prendre l'avantage sur l'attaquant, mais en natation sur le côté, c'est pas de se tenir, de machin, c'est interminable et ça pollue un peu le jeu.
Ouais, puisque tu lances un peu le débat là-dessus, moi j'ai pas apprécié. C'est vraiment peut-être un des choses qui m'a le plus déplu dans ces matchs-là, c'est vraiment ce côté fake en fait, ce côté surjoué. Voilà, tu l'as bien dit, hein, où ça cherche absolument d'aller chercher le truc, je lui nage dessus et je simule et je l'attrape et enfin, ça, pour moi, ça nuit au jeu. Bon, après, bon, moi, je jouais pas comme ça, donc peut-être que c'est aussi une déformation, mais je sais pas. Je trouve que c'est pas agréable, malgré que bon, les matchs sont engagés physiquement et que il y a quand même, c'est du beau polo. On a vu du beau polo, Après, mais je trouve que c'est dommage, quoi. t'as des vraies fautes à l'envers où le gars vient chercher le défenseur des fois, t'as des fautes à l'envers qui sont grossières, hein. Je tire le bras ou je tire un peu et en espérant ne pas être pris par la patrouille et de prendre 1 mètre d'avance. Mais sinon, il y a ce truc vraiment à la pointe, entre la pointe et le défenseur pointe, c'est, je parle pas quand la balle rentre et machin. Moi, je parle vraiment sur le départ de contre-attaque, sur le jeu de transition, où les joueurs ne pensent même plus au jeu de transition, ils pensent juste à tenir, tirer, machin. Je trouve pas ça terrible et pour arbitrer ça, c'est pas évident, hein. C'est pas évident parce que bon, t'as 2 joueurs sous l'eau, des fois t'as des pieds qui sortent, des machins. Enfin, j'ai trouvé ça un peu, voilà. Enfin bon, pour en revenir à ça, le Cercle a fait un match courageux contre une très très grosse cylindrée. Écoute, ils ont pas réussi dans leur entreprise, mais en tout cas, c'était un match très correct de leur part. Puis voilà, il faut un vainqueur. Ferencváros c'était plus fort et même si Marseille a pas fait un match formidable, c'est pas le meilleur match de leur saison, ça c'est sûr. Bah écoute, ils se sont inclinés avec les honneurs. Ouais, bah de toute façon, on le savait, hein, qu'il fallait être à 110, 120%, reproduire des prestations qu'ils avaient fait, notamment sur, on avait dit, hein, sur les pourcentages de tirs où on avait des pourcentages très élevés. Et c'est dommage que ça se soit pas reproduit sur ce match-là, mais après, ben aussi, c'est forcément dû à l'équipe qui est en face, hein, et on vient de le dire, Ferencváros, c'est la grosse écurie de cette Champions League. Bah, malheureusement, donc, Ferencváros et Belgrade en finale. Et pour la petite finale, on a un Marseille-Barceloneta. Et donc, je te propose de passer dans l'ordre un de ces matchs. Donc, du coup, à nouveau, donc continuer avec Marseille, qui malheureusement s'incline lourdement. Et j'avais même titré crack, pour pas dire cool. 19-9, hein, plus 10, Marseille qui a pas été dans ce match-là, en tout cas au niveau, voilà, qui ont pas montré leur plus beau visage non plus. C'est dommage. Impression que voilà, ils étaient un peu regard dans le vide, sans solution. Je le disais tout à l'heure, Tesanovic complètement absent. Alors peut-être par rapport à ce que nous disait Arshak sur les matchs de finale du championnat de France, apparemment il avait une blessure à la hanche et est-ce qu'il n'a pas été pénalisé dans ces matchs-là, ça je sais pas, mais en tout cas, voilà, c'était pas le Tesanovic des dernières sorties européennes, et bah, c'est dommage que dans ce match-là, Marseille passe à côté de son match et malgré, comme on l'a dit, hein, juste avant, qui ont été vraiment vaillants contre Ferencváros, là on a un peu le mauvais Marseille sur ce match-là. Ils ont très mal démarré le match, à l'instar du match contre Ferencváros. Ils sont très rapidement menés ils ont la balle à l'engagement, ils perdent la balle sur une mauvaise passe de Pernanovic d'entrée de jeu, qui en plus, je sais pas si c'est Hugo ou quoi, mais qui est obligé un peu de se sacrifier, de prendre une faute grave et ça laisse le 1 contre 0 de Granados. Il y a 2-0 juste derrière. Ils s'en tirent très bien parce que il y a un 3-0 sur le lob de Granados, mais finalement l'arbitre revient et accorde le tir de Romain Mario Vernou qui honnêtement, je doute. Mais bon, on va faire confiance. Je doute qu'elle soit rentrée parce que Aguirre est quand même super bien placé. Et enfin bon, bref. Et puis écoute, au lieu de faire 3-0, ça fait 2-1. Et puis t'es dans le match jusqu'à 3-2. Et là, tout d'un coup, ils prennent un 7-1 qui amène Barceloneta à 10-3. Impossible d'enrayer la machine adverse, impossible de sortir la tête de l'eau. Je veux pas dire pas un pour attraper l'autre parce que c'est un peu dur, mais personne, il y a très peu qui ont surnagé. Romain Marion, je répète, mais qui joue pas beaucoup, mais je crois qu'il fait 2 sur 2 encore sur ce match-là. Et Thomas, qui a essayé de faire ce qu'il peut, mais bon, Thomas, il peut pas non plus marquer 15 buts dans le match. Donc j'ai trouvé Hugo a été très très vite pénalisé par 2 fautes, donc il a fallu le gérer, puis il a pris sa 3e faute assez rapidement. Il y a des matchs comme ça où on n'est pas bon, mais sur un Final Four, prendre 10 buts d'écart contre une équipe qui certes joue aussi la médaille de bronze, mais qui Barceloneta était pas venu là pour jouer la médaille de bronze, je ne pense pas.
ça fait un peu désordre et ça fait tâche sur la saison parce que c'est le dernier match de la saison et c'est la dernière impression que tu laisses un peu à tout le monde. Et bon, je pense qu'il voulait pas sortir de la sorte comme ça et finir la compétition comme ça. 19-9 c'est cher, mais au vu de de la production proposée, c'est malheureusement logique. Marseille qui était sans solution hein, offensivement, on l'avait illustré aussi dans le match d'avant. Et voilà, ils ont des occasions un peu pour marquer, mais les secteurs de tir sont pas bons, ça tire pas assez fort. Le choix, c'est des fois un peu par défaut. Hein. On sait plus. Tout à l'heure, tu disais, ça dépend aussi à quel moment on prend le tir. Là, en fin de possession, dans des positions pas forcément favorables, c'est sûr que c'est plus compliqué de marquer. Et là, souvent, ils se sont retrouvés en difficulté. Ça s'en ressent hein, sur le pourcentage. Hein, donc, effectivement, tu disais, bon, Hugo a pas beaucoup joué parce qu'il prend très rapidement 2 fautes à 4,40 dans la première période. Donc après, c'est un peu plus compliqué. Et après la troisième, il la prend en défendant à la pointe assez rapidement. La Roumbé qui fait un 0 sur 5. Bon, tu l'as dit. Thomas Vernou, 3 sur 7. Perlainovic, il a pas bien commencé le match, mais il finit à 1 sur 3. Hugo, 0 sur 1. Alexandre Bouet, 1 sur 5. Romain Marion Vernou, 2 sur 4. Et Michael Bodegas, qui malheureusement peut faire 1 sur 2. Et Veloto, 0 sur 2. Hein. Tous les deux, la Roumbé, que ce soit le Roumbé ou Veloto, n'avaient pas pris de tir dans le match contre Ferencvaros. Et là, ils ont pris des tirs, mais pas très à propos non plus. Qui est pas forcément dans des bonnes positions, mais voilà, on a un pourcentage final, je vais rentrer là-dedans, juste 54% au tir pour Barceloneta, 29% pour Marseille, donc qui a été inexistant complètement dans ce match, qui est un peu sauvé en début, hein, tu l'as dit, sur ce fameux lob, tout seul sur Tesanovic, hein, 1 contre 0 après une récupération de l'arrêt d'Aguirre, ce qu'on suppose l'arrêt d'Aguirre, mais les arbitres reviennent dessus. Donc avec une VAR, donc en accordant le but, et du coup ça annule le fameux 3-0 qui leur aurait bien coupé les jambes à ce moment-là aussi. Un Granados, on en a dit tout à l'heure, qui a pas hésité à tirer, il prend encore 10 tirs, il en met 6. Famera, qui prend pas beaucoup de tirs, mais qui met 3 sur 3. Vigvari, 2 sur 4. Sanaouja, 1 sur 1. Mounaris 1 sur 2, donc qui a un peu moins tiré que d'habitude. Taoul 1 sur 3, Burian 1 sur 3, Perronnet 0 sur 3, donc sur les 2 matchs, il marque pas de but, Perronnet. Peut-être à souligner, Bial 2 sur 4, Bustos 1 sur 1, et puis à noter quand même aussi dans ce match, il y a eu un petit changement côté marseillais, puisque Spajic avait fait la demi-finale, et sur cette petite finale a été remplacé par Andrea Denardi. Est-ce que c'est vraiment un choix parce qu'il s'est dit que Spajic n'apporterait rien dans ce match? Est-ce que Spajic était blessé? Bon, voilà, ça on sait pas trop. Peut-être que tu as des infos de ton côté, mais difficile à dire parce que à commenter aussi parce que on avait envie, voilà, de mieux. Pour Marseille, je pense que voilà, c'était pas la prestation forcément qu'ils voulaient faire. Hein, quand on connaît les joueurs et qu'on a pu discuter plusieurs fois avec eux, que ça soit sur des interviews, sur les podcasts ou même, on va dire un peu en off au bord des bassins, c'était pas le plan de jeu, c'était pas ce qui était prévu. Mais là, voilà, il y avait, j'allais dire, pas grand chose côté marseillais. Et puis Barceloneta qui était là, un peu mort de faim, qui était agressif, qui ont bien agressé les Marseillais et du coup, voilà, qui s'impose et qui va en prendre cette troisième place et cette médaille de bronze dans ce Final Four. Il y a une stat qui m'a impressionné. Barceloneta fait 80% en zone plus. 80% en zone plus. T'as peu de chances de perdre un match quand même quand tu mets 80% de tes zones plus. Ouais, Marseille absent, difficile. Moi, il y a un truc, un questionnement sur les zones plus. Je trouve que l'équipe est un peu, comment dirais-je, dogmatique. C'est-à-dire que tu vois, il y a des équipes. Vigvari, il a mis un but comme ça. À un moment donné, quand la situation elle est claire et que tu probablement ne retrouveras pas une meilleure situation 15 secondes plus tard, t'es pas obligé d'attaquer à chaque fois 17-18 secondes en zone plus et de filer la balle à un mec qui va toute la piscine, c'est que c'est lui qui va tirer. Tous les joueurs adverses montent sur lui et le gars, effectivement, c'est des shoots un peu parfois à la désesperado parce que tout le monde t'attend, les blocs sont prêts, le gardien est prêt, il y a plus beaucoup. Quand la situation elle est claire et qu'elle est
rien ne t'interdit de shooter au bout de 4 secondes. Granados, crois-moi, Mandic, tous les shooters, Manertz, si tu les laisses à 5 mètres 50, même si c'est le début de l'attaque et qu'ils sont seuls, ils avoinent, hein, et ils marquent. Granados, tu vois, c'est sûr que si tu shootes pas 6 fois, tu peux pas marquer 6 buts. Donc il y a des situations des fois qui sont claires et on a l'impression, peut-être que je suis dans le faux, mais qu'il faut à tout prix passer par un espèce de système qui va te mettre au final dans une situation de shoot qui sera inférieure à celle que tu avais au début. Même Thomas, Thomas avec le bras qu'il a, il faut je sais pas s'il est contraint ou si on lui dit machin, etc., etc. Après, le danger, au fur et à mesure où tu avances dans l'attaque, je dis pas que le danger ça me nuise, mais il suffit que tu rates un peu une passe, un truc qui arrive pas bien, etc. Puis les autres, après c'est beaucoup plus facile à lire pour l'équipe adverse. Et quand t'as une équipe adverse qui sait lire et qui est de qualité et tout ça, je te dis c'est compliqué de marquer. Le gardien il a un secteur, les blocs ont un autre secteur, et c'est dur de marquer quand toute la défense est placée. Le Lukic en finale, il a mis 1 ou 2 buts où personne s'y attend. Clac, je fixe. Début de possession, je fais semblant de donner, hop, je shoot, et tout Vogel qu'il est, il a pas levé un bras. Il y a plus beaucoup de ces espèces de surprises, de shoot instantané et tout ça. Tout est vachement planifié, cadré. Et il y en a eu un peu en finale. Il y en a eu un peu en finale, mais on y reviendra après. Non, mais moi je parle du cercle. Là. Oui. Il y a pas des masses de surprises où est-ce que t'as vu un mec qui fait un shoot instantané? Si, t'as eu Romain Marion contre, je reviens à lui, mais Ferencváros qui à un moment donné qui prend la balle mauvais bras, enfin pas mauvais bras, mais qui reçoit la balle de la gauche et qui shoot instantané, le gardien il bouge pas. Il faut pour tromper ces gardiens-là, il faut soit shooter comme une mule, soit shooter, c'est ce qu'on disait avec Fred Odon, soit shooter quand il s'attend pas trop à ce que tu shootes. Si les défenses sont placées et tu sais d'où va venir le shoot, c'est super dur. Faut passer à travers les blocs, faut tromper le gardien, c'est super dur. Donc écoute, Marseille, au contraire du match de la veille où ils avaient mis une énergie folle pour revenir jusqu'à 10-10, là écoute, soit ils ont pas eu l'énergie, soit en face on leur a pas laissé le loisir de revenir. C'est très compliqué de démarrer des matchs à -4, -5 et de revenir. Ils l'ont fait une fois, ils ont pas réussi à le faire contre Barcelona et l'addition est quand même extrêmement salée sur un match quand même de Champions League comme ça, finir à -10, ça fait un peu désordre. Et plusieurs éléments aussi. Donc moi j'ai trouvé que Marseille avait quand même manqué beaucoup de concentration et on fait pas mal d'erreurs défensives qui coûtent cher. Il y a eu des buts à un moment, engagement, au poteau, mais même aussi à un moment. Enfin moi ce que je trouve ça a illustré à un moment le match, c'est-à-dire qu'il y a un corner. Le Barcelonais fait l'engagement, sur le corner, il fait la passe à 2 mètres, le joueur est tout seul quasiment. Enfin, il est pas collé il se décale un peu et il marque le but. Donc il y a ça, une statistique qui était importante. Alors c'est pas vraiment, elle est pas très élevée, mais en tout cas ça a été souligné aussi par Denis Varga et je le rejoignais là-dessus. En fait, il y a une grosse différence sur tous ces matchs. Les équipes qui faisaient aussi des blocs, c'est-à-dire les tirs qui sont bloqués par les défenseurs, c'est-à-dire que le secteur est bien pris et le ballon n'arrive même pas au gardien. Et Marseille n'en a fait que très peu. C'est l'équipe qui en fait le moins. Bon, le résultat le prouve aussi, mais voilà, les autres équipes ont eu cet avantage-là. Et forcément, ça met en confiance la défense, ça met en confiance aussi le gardien qui se sent rassuré et qui peut du coup aller chercher d'autres secteurs sur des tirs plus compliqués. Donc petit élément là-dessus, et aussi à noter que dans ce match-là, Barcelone s'est laudé le luxe de faire entrer son deuxième gardien, qui est pas le dernier des gardiens non plus, puisque c'est le gardien de l'équipe d'Australie, Porter, et qui est rentré en dernière période et qui a plutôt été bon puisqu'il fait 5 arrêts sur 7 tirs en tout, voilà, qui a le plus gros pourcentage de réussite sur l'ensemble du tournoi sur une période. Opportunité que n'a pas eu Arshak au Venetian, puisque écoute, je pense que ça aurait été pas mal quand même de le faire participer non pas à la fête, mais de le faire participer à ce Final Four. Il a fait 2 matchs de finale de championnat. Alors c'est pas le même adversaire évidemment, mais il a fait 2 matchs de finale de championnat où il a pas démérité du tout. Bien au contraire, il a fait ses matchs. Là, écoute, t'avais un Tesanovic quand même qui a été en dedans, grandement en dedans sur les 2 matchs. Il fait pas beaucoup d'arrêts et ça aurait été pas mal non pas de récompenser parce qu'on n'est pas là pour récompenser, mais de donner sa chance. J'ai pas trouvé ce jusqu'au boutisme Tesanovic dans ce match-là.
Enfin, je pense qu'Arshak aurait pas fait pire. Et mais bon, écoute, c'est des choix d'entraîneur, mais justement, Fatovic de l'autre côté a voulu récompenser un petit peu son deuxième gardien. Ce deuxième gardien, tu joues quand même pas souvent, donc quand t'as un match comme ça qui est à +10 ou à -10, c'est pas mal d'ouvrir ton banc et de donner la chance à quelqu'un de participer. Mais écoute, Milos Stepanovic, qui lui-même était gardien, donc il connaît quand même un petit peu cette problématique. J'aurais bien aimé voir Arshak un petit peu participer à ce truc-là. Voilà. Oui, ça aurait pas changé la physionomie du match. C'est sûr que 19-9, quelques minutes, ça aurait été bien aussi, pour le récompenser de sa saison aussi, hein, puisque ils ont alterné, en tout cas sur les matchs de championnat avec Tesanovic, et il était loin d'être ridicule, même si effectivement c'est pas le même type d'adversaire, mais bon, vu les prestations de Tesanovic, peut-être ça aurait pu le rentrer quelques minutes, et comme ça se fait des fois au handball, et après il aurait pu rentrer. Mais on en revient, Christophe, à ce que je te disais tout à l'heure. Pour moi, il y a des espèces de dogmes. Il y a des joueurs, j'ai l'impression qu'ils sont un peu prisonniers d'un rôle, d'un carcan duquel ils peuvent pas sortir, ou ils ont pas le droit de sortir, j'ai l'impression. Après, je suis peut-être en train de raconter des conneries, et parce que c'est pas le cas, mais en tout cas de l'extérieur, et c'est pas la première fois que je le vois, t'as des joueurs qui ont un rôle et qui sortent pas de leur rôle. Et j'en reviens à mon dogme au niveau des changements. J'ai l'impression que quoi que tu fasses, de bien ou de mal, à un moment donné, c'est à toi de sortir. Si t'as un joueur qui tout d'un coup te surprend dans le bon sens du terme en mettant un but, alors il y en a qui peuvent pas mettre beaucoup de buts parce que j'ai l'impression que la carte du shoot ils l'ont pas. Mais si à un moment donné t'as un joueur sur lequel qui te surprend agréablement et qui se met à mettre un but, faire une passe, un deuxième but, laisse-le. Il y a cette espèce de truc où ça change sans arrêt, que tu sois bon, pas bon. Alors c'est peut-être pour maintenir un rythme, etc. Mais tu t'aperçois quand même que quand ça tangue un peu, Mandic, il est rarement sur le banc. Granados, il est rarement sur le banc. Dissoma, il est là, etc., etc. T'as quand même une hiérarchie d'équipe, je veux bien, mais tu peux aussi avoir des joueurs, comme je te dis, quand t'es surtout des shooters, quand c'est ton jour, et il faut laisser, et j'ai l'impression que c'est pas le cas. Donc le petit Lukic qui met 6 buts en finale contre Ferencváros avec Belgrade, pardon. Je suis pas sûr que tout le monde dans la piscine pensait qu'il allait mettre 6 buts. Puis d'un coup, t'en mets un, deux, il met les 4 premiers, 1, 2, 3, et tu le laisses. Gocic, là-dessus, il a été intelligent de se dire, le gars, comme au basket, t'as un gars qui t'enfile les paniers à 3 points, tu vas pas te dire, ouais, mais là t'en as mis 5, donc, je vais te sortir parce que il faut que je fasse rentrer, Pierre, là. Mais non, si t'es en forme, t'es en forme. Si c'est ton jour, c'est ton jour. Et je trouve que des fois, c'est un peu trop corseté à mon goût, que les rôles sont un peu trop définis, et ça prive un peu de la créativité. En défense, que tu aies un schéma et tout ça, mais l'attaque, il faut laisser un peu la créativité s'exprimer. Et j'ai l'impression que même Thomas, qui est un joueur redoutable, j'ai l'impression qu'il est quand même, il tente pas assez. Bridé. Ouais, il est bridé, ouais. Pour moi, il tente pas assez. Et qui va reprocher à Thomas de shooter, qui reproche à Mandic quand il prend des shoots, même quand il rate? Il y a personne. Thomas fait partie de cette classe de joueurs, encore une fois, qui peuvent changer un match, donc il faut les laisser. Alors des fois, j'ai l'impression que, je vais pas dire qu'il désobéit, mais des fois j'ai l'impression qu'il prend la balle, il dit bon allez hop, moi je shoot, c'est bon. Et oui, c'est vrai. Ouais, parce que j'en ai marre, je shoot. Mais il y a des fois, il y a une ou deux fois sur des coups francs directs, il a pas osé, alors qu'en fait il a 6 mètres plein axe, il envoie quoi. Bon, après c'est un ressenti, hein, je te dis encore une fois, on détient pas la vérité. Et en fait, à agir comme ça, ton jeu en devient prévisible. À ce niveau-là, quand tu enlèves un peu de la surprise, c'est difficile de marquer quand tu les surprends, mais si tu les surprends pas, ça devient encore plus compliqué. Oui, complètement. Et puis bon, je pense que on parle aussi de langage corporel. Alors dans l'eau, c'est plus difficile à voir parce qu'on a que la tête qui dépasse. Mais on voyait quand même dans ce match-là, le langage corporel, il était là. C'est-à-dire que Marseille n'a pas joué en équipe, contrairement au match précédent, donc de ce Final Four, mais les matchs aussi au préalable. C'est que là, c'était chacun soit essayer de tirer au moment où il fallait pas, soit n'osait pas tirer, donc on balançait la balle à un autre et puis il se retrouvait à tirer un peu par défaut, et voilà. Il n'y avait pas ce lien, il n'y avait pas ce jeu, il n'y avait pas cette attitude. Ouais, je voulais juste finir. Écoute, les Marseillais, le cercle finit pas de la meilleure des façons.
parce que tu finis sur un 19-9, mais il vaut mieux finir sur un 19-9 au Final Four que de pas aller au Final Four malgré tout. Donc il y a une progression quand même dans le résultat final. J'avais dit, et je le maintiens, que tu as très peu d'équipes qui débarquent comme ça dans ce genre de compétition et qui repartent avec le Graal. Il faudra peut-être venir à 1, 2, 3 Final Four pour peut-être déjà attraper le bronze ou faire une finale. Et puis voilà, c'est une équipe talentueuse, attachante. Donc voilà, ils ont fait ce qu'ils pouvaient sur le premier match. Le deuxième match, il restera pas dans les mémoires parce que il y a pas grand chose à retenir de ce match-là de positif en tout cas. Il faut quand même saluer la saison positive malgré tout du club et espérer que l'année prochaine ils franchissent une marche. Déjà, tu vois, de finir déjà avec une médaille de bronze, ce serait déjà bien. Et puis step by step, comme ça, tu montes au fur et à mesure et s'installer. Il faut que Marseille s'installe durablement. L'année prochaine, il y aura Recco qui revient, il y aura Olympiakos. Olympiakos, je pense, sera là aussi. Donc, ce sera, je pense, plus difficile encore de se qualifier pour le Final Four. Il faut s'installer, s'habituer et pour pouvoir un jour gagner cette compétition. Ouais, il y aura quelques grosses écuries. Radniki aussi, qui s'est bien renforcé et qui accueillera notamment Perlenovic. Gial, on l'avait dit, Olympiakos, tout ça. Fatovic, tu l'as pas dit, mais on en avait parlé un petit peu en off. Fatovic qui sera l'entraîneur d'Olympiakos. Donc, de belles écuries pour l'année prochaine. Ouais, Entoskas finalement a fait qu'un intermède. Il a remplacé Koulianin, mais il a fait qu'un intermède à Olympiakos. Je pensais qu'il allait rester, mais finalement ils prennent Fatovic. Je sais pas qui ira à Barceloneta. Si l'adjoint prend ou si quelqu'un débarque d'un club. Voilà. Ouais, peut-être la surprise, je sais pas, Perronnet qui raccroche le bonnet, peut-être pourquoi pas. À suivre. À suivre. Voilà, je te propose que peut-être qu'on passe du coup à la finale. Belgrade opposé donc à Ferencváros et puis je dirais qu'on a eu quand même une finale qui a tenu un peu ses promesses parce que Belgrade ne s'est pas présenté en victime. Bon, Ferencváros restait le favori, mais ça s'est pas aussi déroulé peut-être comme eux ils avaient prévu. Bon, je pense qu'ils se méfiaient de Belgrade vu la prestation qu'ils avaient fait en demi. Et pareil, Gocic qui avait très très bien préparé ces matchs-là parce que tactiquement ça s'est vu. Il savait aussi où est-ce qu'il fallait cibler, comment les aborder, comment les provoquer. Alors après on a eu des matchs dans le match, tu l'as dit tout à l'heure, Lukic qui nous en plante 6 sur 9 quand même. De l'autre côté, Manertz qui a ancien Marseillais quand même l'année dernière qui était à Marseille, qui en plante aussi 6 sur 9 et qui sera élu MVP de cette finale. Tout à l'heure, tu parlais aussi de shoot un peu surprise. Il en a fait un ou deux comme ça aussi, dont à un moment il regarde pas, il prend, il tire et ça surprend. Bon, une super diagonale et ça surprend Glusac. Un match, voilà, où les acteurs ont été là. Et puis il y avait aussi le match aussi Argyropoulos qui était le meilleur buteur de cette compétition, qui était en compétition donc avec Granados. Et je crois que c'est Granados au final qui finit meilleur buteur de la compétition, puisqu'Argyropoulos dans ce match en marque que 1 sur 5. Un bon match, et puis comme tu le disais, Lukic, personne n'avait prévu qu'il marque tous ses buts. Au début, il y avait Lukic et les autres. Il y avait que lui qui marquait. Il en marque, je crois, sur zone plus 3 fois le même, quasiment. Le quatrième, il le tire pareil en zone plus, il est plein centre. Dans l'absolu, des matchs qui ont été vraiment agréables à regarder. On a vu du beau water polo. Si vous avez l'occasion de les voir en replay. Quand t'écoutes Denis Varga au commentaire, qui a fait l'éloge quand même du waterpolo serbe, alors on se doutait que plus le match allait durer et plus l'écart de fatigue et l'écart de rotation de Ferencváros allait se faire sentir. Ils ont 13 joueurs, ils ont joué contre Marseille sans Tony Nemeth, leur pointe. Là, il était présent et on savait que Belgrade allait résister. Ils ont admirablement bien résisté, que ça allait être difficile pour eux au fur et à mesure du match. Ils ont tenu jusqu'à 7-7, ce qui était déjà un sacré exploit. Et que voilà, les fautes graves, la fatigue, les changements, les rotations, au bout d'un moment ton énergie s'amenuise un peu et en face c'est toujours vaillant. Moi, j'attendais Ferencváros tout en haut de l'affiche, donc pour moi c'est pas une surprise. Ils ont l'équipe pour la gagner. Je voyais pas forcément Novi Belgrade en finale, mais ils ont fait mieux que résister. 13-11, un score similaire un peu à celui de Marseille, avec, comme tu l'as dit, Lukic
qui est pas forcément pressenti au début du match à être au scoring. Et puis voilà, il fait 4 sur 4 d'entrée de jeu, il continue avec des beaux shoots. C'est vrai que les 3 premiers, c'est poste 5 en zone plus, là, il reçoit, il est sur des super passes. Vlachopoulos, il lui fait une passe à un moment donné qui est presque un shoot. Et puis les Serbes, comme je te dis, hein, quand il faut comme ça aller chercher un trophée ou quoi, ils réussissent pas toujours, mais en tout cas ils sont très difficiles à battre, très organisés, et Gocic vraiment tire le max du max de son équipe. Finale de Ligue des Champions 13-11 contre Ferencváros. Quand tu regardes la compo, voilà, il faut être du polo quand même pour connaître, mais si t'enlèves Tchouk, Vlachopoulos, Koumpakis, prêt à des joueurs, mais c'est jeune, Gladovic c'est jeune, le petit jeune de 18 ans. Je trouve qu'il a pas à rougir. Puis un coach qui proteste pas, qui a l'air, qui a été le grand capitaine de la première équipe, enfin de l'équipe serbe, qui a été championne olympique à Rio. Ferencváros a spéculé un petit peu sur pas un effondrement, mais un affaissement de Belgrade, qui a mis du temps à venir, hein, quand même, qui a mis beaucoup de temps à venir même. Et puis qui a finalement est arrivé, ils ont réussi à prendre 2 petits buts d'avance. Puis après ils ont géré comme il fallait sur la fin, mais il a fallu s'employer quand même, hein. Oui, ça a été plus dur pour eux parce que bon, ça s'est joué sur la 3e période, hein. Si on donne les scores par période, on a un 3-3, 2-2, 3-5 et 3-3 pour finir, mais effectivement à partir du moment où Ferencváros a réussi à creuser l'écart, en fait Belgrade n'a pas pu revenir, et ils ont géré ensuite avec la qualité des joueurs qu'on connaît, malgré l'envie et l'énergie qu'ils ont donné dans cette fin de match, mais ils n'ont pas pu revenir. Il y a eu un petit défi entre Soma et Martinovic qui se chambrait un peu sur les tirs. Bon, Martinovic qui fait 2 sur 8, plusieurs fois arrêté par Soma, ou sinon des fois c'était le poteau. Il y a eu pas mal de poteaux, hein, des poteaux, des angles, des ballons qui ressortaient très vite. Une belle finale, les 2 équipes voilà qui auraient pu l'emporter, mais bon, sur le papier, on l'a dit, Ferencváros a été plus costaud, surtout dans ses rotations. Forcément de déception côté Belgrade, hein, comme je le disais tout à l'heure, sur les 4 dernières éditions, 3 fois en finale et 3 fois ils ont perdu. Donc l'année prochaine, tu l'as dit juste avant, ça va être compliqué aussi, hein, pour toutes ces équipes-là, puisque on va avoir le Reco qui sera présent. Alors est-ce qu'ils arriveront jusqu'au Final Four, à voir, mais en tout cas ça sera une équipe difficile à manœuvrer. Reco perd Younger, perd le gardien, mais ça sera remplacé vraisemblablement. Je pense qu'ils vont prendre Nicosia à Savone. Ils ont déjà pris Max Irving à Brescia. Donc Reco, ils seront là. Ils ont toujours cette équipe avec Di Fulvio, Canella, Echenique, Yoki Grata, tout ça. Donc ils seront pas loin en tout cas. Et puis écoute, Ferencváros, souvent les Champions League, il y a des cycles quand même. Et là, je te dis, ils en ont gagné 3 en 5 ans. Ils ont digéré le départ de Deneš Varga. Hein. Deneš Varga était là, il était au commentaire, mais l'année dernière, il était dans l'eau. Quand on connaît quand même l'impact évident quand même de gagner une Coupe d'Europe quand tu perds un astre comme ça, parce que Deneš Varga, ça a été un joueur hors norme. Écoute, c'est le polo hongrois qu'on connaît, avec des gros moyens, avec une équipe talentueuse, et puis une belle fête à Malte qui est un peu pas l'île du polo, mais qui en tout cas qui est très fière d'organiser cet événement-là, qui l'organisera encore, je crois, l'année prochaine. L'organisation était nickel, il y a rien à dire. Puis écoute, Ferencváros fait un beau vainqueur, et Novi Beograd devra, je connais pas les moyens qu'ils auront l'année prochaine et tout ça, parce que quand même les budgets déterminent bien souvent quand même les classements à la fin. En tout cas, il y a des surprises des fois, parce que je pense pas que Belgrade ait un budget pharaonique maintenant. Mais écoute, c'était une belle compétition avec un club français. Puis voilà, Ferencváros qui fait le back-to-back, comme on dit, qui conserve son titre, qui sera dur à les déloger, même par n'importe qui l'année prochaine. Niki, l'entraîneur qui a pris la suite de Zolt Varga, fait son petit bonhomme de chemin en empilant les titres. Les joueurs ont répondu présent. Fekete qu'on voyait un peu moins, un peu plus absent, qui est, j'allais dire, sorti de sa boîte, qui fait quand même un 2 sur 2 dans ce match, en marquant des buts importants. Vamos aussi, qui a été assez précieux, deuxième gaucher, on le disait tout à l'heure.
qui a fait un match aussi accroché, puisqu'à un moment il y a une petite échauffourée. Avec Tchouk, ouais, ils se sont dit un peu des amabilités. Mais Vamos, c'est un gars qui est là depuis, alors je sais pas quel âge il a, si c'est un 87 ou, mais avec un bras, une liane, c'est un joueur qui doit faire 2,3 m, un truc comme ça, qui a une puissance de shoot avec cette espèce d'ouverture d'épaule et avec cette amplitude, ça part super fort. Vamos, il est, ça doit faire 15 ans ou près pas loin de 20 ans qu'il est là et rarement décevant et quand on connaît l'importance des gauchers quand même, que ça soit surtout en zone plus, tu vois, Marseille quand tu mets Hugo poste 2, t'as Laroumbé poste 1, c'est pas la même chose quand même quand t'as un gaucher là parce que sur le changement d'aile, le gardien il a pas le temps d'y aller, alors que sur un droitier, il est obligé quand même de compenser la prise de balle. Non, écoute, une compétition très très bien et puis une belle promotion malgré tout du polo, en espérant que l'année prochaine, je crois que c'est à Malte encore l'année prochaine, en espérant qu'il y ait un nouveau Marseille qui soit présent. Ce sera difficile, mais pas impossible. Marseille va démarrer en partie un nouveau cycle avec des nouvelles têtes qui vont arriver, d'autres qui vont partir. C'est la loi du sport maintenant. En espérant les retrouver l'an prochain. Ouais, en espérant. Bon, après, deux petites choses là-dessus. Donc, bon, dans cette finale, beaucoup de contre-fautes. On en a parlé tout à l'heure, mais il y en a eu énormément. Et si j'ai bien calculé, il y en a eu 16. 9 côté Ferencváros, 7 côté Belgrade. Moi, je trouve que c'est ça qui tue le plus le rythme du jeu. Et il y a contre-faute et contre-faute parce que quand toute l'équipe part en transition, la tête dans le guidon pour aller vers le but, et que là tu leur mets une contre-faute à 8 mètres, 10 mètres de leur cage, où tu te retrouves très très souvent en infériorité numérique parce que les joueurs s'attendent pas à perdre le ballon, et là ça c'est des contre-fautes mortelles qui équivalent presque à des pénaltys parce que tu te retrouves bien souvent à des 3 contre 2 ou des 2 contre 1. Je crois que c'est Belgrade qui a eu 3 attaques de suite qui se sont soldées par une contre-faute. Enfin, il va y avoir bientôt plus de contre-fautes que d'exclusions. Ça reste un sport de contact, le polo. Si tu siffles à chaque fois qu'il y a un contact, alors encore une fois, je dis pas le gars qui tire le maillot, qui veut passer devant et tout ça. Mais je trouve que, et tu vois, Denis Varga dans le commentaire, il disait un peu la même chose parce que j'ai l'impression qu'il y a un quota de faute à l'envers et un quota d'exclusion à donner dans un match. Et je trouve que ça hache trop le truc et faut laisser le jeu au jeu et pas tolérer les brutalités, évidemment, mais il y a trop de fautes à l'envers dans tous les matchs qu'on voit. Pour moi, c'est vraiment un des points négatifs de ces finales. C'est un peu toutes ces contre-fautes. Il n'y a pas eu beaucoup de pénaltys sifflés. Enfin, il y en a eu un match, justement, avec Barcelone où ils en ont 4, je crois. 4 sur 4. Ils font, mais sinon, peu de pénaltys, alors qu'on décriait, je le répète assez régulièrement sur nos épisodes là récents, mais petit changement, je trouve, de façon de siffler peut-être des arbitres. On avait énormément de pénaltys, ils ont dû peut-être avoir des nouvelles consignes. Et en tout cas, on en a eu beaucoup moins, donc tant mieux parce que c'était souvent pas justifié. Enfin, en tout cas, c'était un peu contre le cours du jeu presque. Je vais dire comme ça. Du coup, l'année prochaine, ça sera plus compliqué. On l'a dit avec l'arrivée de Reco, mais peut-être que Marseille, on espère les retrouver. En tout cas dans les hauts de tableau, au moins au Final 8, ça bien évidemment, voire plus haut, parce que aussi le fait de se retrouver là, j'en avais parlé avec Frédéric Audon, forcément Marseille devient aussi plus attractif. Parce que une équipe qui est là au Final Four, bon c'est dommage sur cette petite finale. On dit pas le championnat français, les petits Marseillais, les petits Français. Aussi dû avec les résultats de l'équipe nationale, et maintenant, peut-être que des noms plus prestigieux pourront être attirés, et peut-être qu'au lieu de prendre 4, 5, 6 étrangers, pas moyens, parce que on a quand même des internationaux de bon niveau, mais peut-être que le petit truc en plus, l'étranger qui apportera cette petite part, soit de folie, soit d'un moment important, va être en mesure de tirer son équipe derrière lui et de faire la différence sur des moments clés, sur des petits détails. Peut-être que on retrouvera dans un avenir, je l'espère peut-être proche, des joueurs aussi, comme on a pu attirer un Pernalinovic, je pense qu'il a fait passer un step vraiment à Marseille, des joueurs un peu de ce type-là, qui ont des palmarès, qui ont de l'expérience et qui seront en mesure d'apporter tout ça à leurs coéquipiers. De toute façon, Christophe, pour aller tout en haut,
il faut des joueurs qui sont tout en haut. Je dis pas que c'est facile, hein, parce que ces joueurs-là sont souvent sous contrat. Évidemment, ils sont sous contrat ailleurs, etc., etc. Mais il faut prendre les étrangers qui te font. Je suis d'accord avec toi par rapport au step de Perlinovic, mais il faut que tu prennes les étrangers qui te font passer un step pour aller tout en haut. Et je suis pas sûr que ce soit le cas. Mais bon, c'est un avis, mais bon, voilà. Après, je ferai quand même un petit parallèle avec le foot. Alors bon, toi, t'es plutôt Marseillais. Bon, moi Non. Moi, je suis football. Ouais. D'accord. Moi, mon équipe, c'est le Havre. Voilà. C'est ma vie. Non, mais par exemple, le PSG qui a triomphé dans cette Champions League, ils ont pas forcément mais à l'époque où ils avaient les Messi, les Neymar, Mbappé, ils ont pas été en mesure de la décrocher. Et là, avec un collectif et peut-être un sorcier aussi, puisqu'il avait déjà gagné, lui, en tant qu'entraîneur à Barcelone, peut-être il a amené ce petit truc en plus. En tout cas, cet esprit collectif, cet esprit de conquête, cet esprit de rien lâcher, parce que moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vu sur ce match-là. Non, voilà. Christophe, il a surtout inculqué le goût de l'effort. Oui, c'est ce que je dis. Non, mais on va pas, on peut disserter sur le foot, hein, je veux. Mais c'est pas le but du podcast. Non, mais je veux dire, il a remis juste l'équipe au cœur du projet, et les mecs qui n'adhèrent pas, les mecs qui font pas les efforts. Le sport co, c'est quoi? C'est faire l'effort pour le copain parce que tu sais qu'il le fera pour toi. Si moi je fais 50 fois l'effort pour toi et que quand il est question de me rendre l'ascenseur, tu le fais pas, je vais plus le faire pour toi. Et ça, c'était Paris. Tu peux pas à ce niveau-là défendre avec que 7 mecs et que t'en aies 4 devant qui fassent ce qu'ils veulent et puis qu'en plus qui t'engueulent. Donc voilà. Donc lui, il a fait ce pari-là. Bravo à lui. C'est un super mec apparemment. Moi, j'ai vu ce reportage. Mais c'est ça l'essence du sport collectif. C'est donner le maximum pour le coéquipier et rendre meilleur ton coéquipier. Se servir de la force de l'autre. C'est ça le sport collectif. Je partage complètement cette approche-là. Mais attends, mais tu mets pas 5-0 à l'Inter de Milan sans talent, hein. Parce que non. D'accord. Mais, donc il y a eu un talent collectif. Oui, pour moi. Mais c'est un talent collectif. C'est pas juste un mec qui vient avec des branques et qui arrive à gagner la Ligue des Champions juste parce que il joue en équipe, hein. Il faut quand même avoir des super talents, mais il a magnifié ça. Et donc oui, je vois le parallèle que tu veux faire avec ce truc, mais à un moment donné, quand même, il te faut le joueur. Moi, la Ligue des Champions, il te faut un Pavic dans la cage quand Olympiakos la gagne. Il te faut un Deneš Varga quand il la gagne. Il te faut un Mandic plusieurs fois. À chaque fois que Mandic est bon, l'équipe dans laquelle il joue, elle gagne. Élu MVP de la saison aussi. Hein. Ouais. Donc il te faut comme l'année dernière. Donc il te faut quand même ce type de joueurs-là, de catégorie de joueurs-là, des plus, pour aller chercher le tout en haut. Voilà. Oui, je dirais un peu plus dans nos sports parce que le foot, on va dire, il n'y a pas 50 buts dans un match de foot. Bon, là, il y en a eu 5. Mais en tout cas, dans le polo, il y a plein de buts, donc il faut les gars qui les marquent, ou en tout cas qui les empêchent. Et tu l'as très bien illustré avec tous tes exemples. Quand t'as un Stephen Curry à qui tu donnes le ballon de n'importe où sur le terrain, il est capable de mettre un 3 points. Quand t'avais à la grande époque le Karabatic qui te mettait 10 buts par match, quel que soit l'adversaire, t'as besoin de ce type de joueur-là pour aller titiller les résultats les meilleurs. Donc voilà. Voilà, on arrive un petit peu à la fin donc de ces débriefings du Final Four. Les épisodes ne s'arrêtent pas, on s'arrêtera juste pendant l'été. Donc on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Restez bien connectés et à très bientôt. Merci, au revoir. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez noter l'épisode, le partager et pour ne pas manquer les prochains, pensez à vous abonner. À très vite sur La Pointe.